Eh bien moi, ça me fait beaucoup d'effet. Quand je vous vois, et je vous vois réagir comme ça, à chaque fois, je recharge la batterie. Je pense que c'est pareil pour mes camarades. Et c'est notre honneur, mes amis. Et non, il n'y a que moi qui parle, sinon c'est infernal. Moi, j'arrive plus à suivre, je perds mes idées en route. Bon, voilà. Amis, fais-moi cette faveur. D'abord, je vous remercie et je vous félicite, mes camarades, parce que ce n'est pas rien de décider de venir, de participer à une soirée comme celle-ci. Vous avez entendu beaucoup de choses vous étaient déjà connues, mais vous avez voulu chacun prendre votre part en répondant à l'appel qui vous avait été lancé de vous rassembler ce soir, comme nous-mêmes, nous l'avons fait en venant. Que faisons-nous? Nous construisons au fur et à mesure d'événements qui vont être de plus en plus immenses, une force politique plus grande que chacune des composantes qui s'y trouvent déjà participées. Le Parti communiste, la gauche anticapitaliste, la gauche unitaire, le Parti de gauche, je vais sûrement oublier encore quelqu'un et ça va mal tourner. Non, j'ai oublié la phase, voilà. C'est plus grand que chacune de nos organisations, aussi puissantes que soit l'une, aussi modeste que soit l'autre. Cette force, ce parti en quelque sorte qui n'a pas de mur, mais qui a un programme, et plus même qu'un programme, davantage même qu'une série de propositions que nous présentons à notre peuple, une culture commune. Car ce qui est premier dans ce que nous entreprenons, c'est une culture commune. C'est elle qui fait que, hommes, femmes, quel que soit notre âge, nous prenons la décision de nous engager, de militer, d'entreprendre ces actions qu'avant nous, d'autres générations ont conduit, et parfois en vain et d'autres fois avec succès. Prenons un instant de hauteur. Oublions même le quotidien qui parfois nous accable et réfléchissons avec nos responsabilités, non pas seulement partisanes, non pas seulement en tant que grand peuple français, mais comme composante de l'humanité universelle. Car c'est là que se trouve le cœur de nos devoirs, de nos obligations, celles que nous ressentons le plus intimement à cette heure. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains. En 1950, c'est l'année de quelques-uns dans cette salle, non? Nous étions 2 milliards. L'humanité a triplé. Et chaque fois que dans l'histoire l'humanité double, il se produit un grand événement qui en modifie complètement la condition humaine. La première fois, ce fut le feu, la deuxième, l'outil, la troisième, etc., etc. À l'heure à laquelle nous parlons, cette humanité de 7 milliards se dirige vers 9 et 12 milliards, en un temps qui sera beaucoup plus court que le temps qu'il a fallu pour parvenir au point où nous voici rendus dans l'histoire. Et au moment où cette multitude humaine s'avance, pleine d'invention, d'envie de vivre, de beauté, de poésie, d'amour, cette humanité si riche, si féconde, il faut lui ouvrir le chemin. Et la voici comme paralysée par un mal qui est en réalité le vieux monde qui se cramponne à ses privilèges et tâche de faire passer son absurde domination pour un état de nature. Mais nous qui sommes les éclaireurs, qui n'attendons rien en retour de notre dévouement à nos idées, nous savons que ces 7 milliards-là vivent sur une planète dont 40% des terres émergées sont déjà arides. Il va falloir nourrir, vêtir et proposer des futurs. Comment le ferons-nous? Un jour, bien sûr, ce sera les étoiles. Déjà, une machine s'y trouve. Sur Mars. Mais enfin, il faudra un peu de temps avant d'y aller. Avec notre camping-car. L'humanité, donc, occupera l'espace qui lui est disponible et elle a commencé à le faire. Elle entrera en mer, qui représente le 70% de la surface globale de la planète.
Elle entrera en mer avec son savoir-faire, son ignorance, son talent et sa barbarie. Pour l'instant, ce qui est entré en mer, c'est la barbarie. L'exploitation, l'extractivisme, n'importe quoi, n'importe comment. Prélever du pétrole en pleine mer Méditerranée, et l'on voit un Cohn-Bendit dire que l'avenir de Chypre, c'est le gaz et le pétrole qui se trouveraient là. Pour un écologiste, ça fait quand même curieux. N'est-ce pas? Oui, il le mérite. C'est ce défi que nous voulons relever. Et pour relever ce défi, nous savons aussi que si nous ne le faisons pas, nous irons devant de circonstances qui frapperont toutes les sociétés, quel que soit leur régime, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. L'humanité est une et indivisible, également que la planète. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, et par conséquent, se trouve vérifiée de ce fait même l'intuition fondamentale du communisme, du socialisme, des libertaires, qui est qu'au fond, il y a un intérêt général humain, il y a des biens communs de l'humanité, et que ceux-là ne peuvent être aliénés au droit de la propriété privée. Voilà de quoi nous parlons en permanence. Alors, où on peut mieux qu'ici parler de l'entrée en mer et de l'économie de la mer? Ah oui, ça n'est pas les mesquines petites comptabilités de ces professeurs je sais tout, qui nous regardent toujours de haut, qui nous ont regardés de haut quand on leur a dit que personne ne paierait jamais la dette de la Grèce, et qui sont bien obligés, au bout de 6 ans de récession ininterrompue et d'une dette qui a augmenté, de constater que tous leurs beaux calculs ne valent rien et ne signifient qu'une seule chose: ils sont en train de soumettre au martyre le peuple grec, le peuple espagnol, le peuple portugais et maintenant le peuple français, avec l'unique but de faire que dans les lignes de la comptabilité des banques, lorsqu'il y ait marqué un chiffre avec plusieurs zéros qui est dû par des Grecs, des Espagnols ou des Portugais, on fasse comme si c'était vrai, comme si cet argent existait, comme si quelqu'un le paierait. Or, je vous redis, comme je l'ai dit, et comme l'ont dit mes camarades avant moi aussi, cette dette ne sera jamais payée. Elle est impayable. Ce n'est pas un slogan, mes chers concitoyens. C'est la leçon de l'histoire. C'est la leçon de l'histoire. D'abord, son calcul est absurde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une dette qu'on calcule par rapport aux revenus d'une année. Mais ça ne veut rien dire. Si l'un seul d'entre vous a rapporté la dette qu'il doit pour sa maison, sa voiture ou je ne sais quoi, ou les dettes qu'il fait pour ses enfants maintenant pour qu'ils fassent des études, étaient rapportées aux revenus d'une année, vous tomberez de mort, de peur. Et nous, on nous demande de calculer le pourcentage total de la dette, tout ce que la France doit, rapporté à une seule année de production. Ça ne tient pas debout. Il faudrait au minimum rapporter le total de la dette, tout ce que la France doit, au nombre d'années pendant lesquelles la dette court. Je ne sais pas, moi, ça me paraît évident, non? Eh bien, combien de temps court la dette? En moyenne, 7 ans, 31 jours. En moyenne. Pendant 7 ans, 31 jours, la France produit 14 000 milliards. Par conséquent, le total de son endettement actuel ne représente que le 12% de ce qu'elle va produire. Mais beaucoup d'entre vous rêveraient de ne devoir que 12%. Bien sûr. Et puis, d'où vient que l'on calcule une dette sans jamais compter les actifs? On parle de la dette de la France, mais alors combien l'État possède-t-il de biens? C'est cette balance-là qu'il faudrait faire. Plusieurs fois le total de la dette est possédé par les biens communs. Par conséquent, et je ne vais pas aller plus loin, il ne s'agit pas ce soir de faire un cours d'économie politique. Je veux vous convaincre, mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, mes chers camarades, que tout ceci n'est que décision humaine, et que la décision humaine qui a conduit à cette absurdité peut être retournée par une autre décision humaine qui déciderait qu'on tourne la page de cette abjecte comptabilité. Nous la tournerons. Qui sommes-nous? Nous qui voulons
affronter notre part des tâches et des devoirs de l'humanité universelle. Nous, les Français, qui sommes capables, par notre talent, l'éducation de notre peuple, les moyens dont nous disposons, les machines que nous savons mettre en mouvement, qui sommes capables de réussir cette entrée en mer, qui sommes capables de proposer aux autres peuples notre savoir-faire, l'enthousiasme de la jeunesse de ce pays, le savoir-faire des plus anciens, qui tous, d'abord et avant tout, sont riches d'une propriété, leur savoir, le bien qui est distribué et qui sans cesse s'élargit à mesure qu'on le partage, exactement comme l'amour, c'est-à-dire l'éducation, l'école, grâce à quoi nous sommes capables de relever tous ces défis. Eh bien, voici pourquoi nous avons décidé de venir ce soir ici. Je le dis à ceux qui nous observent. Ces gens qui sont ici savent parfaitement à quoi s'en tenir sur ce système et quelles sont leurs convictions. Mais ils envoient un signal, et ce signal est plus important que tout. Il existe une force politique cohérente, disciplinée intellectuellement, c'est-à-dire qui partage ensemble des visions communes, assez fortes pour qu'il n'y ait pas besoin de donner de consignes sur ce qu'il y a lieu de faire ou de penser, puisque chacun d'entre nous a été capable de rassembler ce savoir. Mais dès lors que nous faisons la preuve de notre nombre, de notre force, alors nous stimulons les courages, nous provoquons autour de nous une forme d'enthousiasme qui parfois peut être irraisonnée. Mes amis, c'était pour moi si émouvant l'autre soir, au point que pendant un moment je me suis demandé ce qui se passait vraiment sur ce plateau de télévision. Je me trouvais à une émission, vous en avez peut-être entendu parler, bon, qui est considérée de divertissement, c'est vrai. Le divertissement n'est pas toujours du goût de tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai observé que nous y sommes traités avec respect. Et voici que, comme je me trouvais sur le plateau, une jeune femme qui est une intermittente du spectacle se précipite, prend la parole et décrit quelle est sa situation. C'est-à-dire que derrière ce spectacle de paillettes, il y a toute cette souffrance absurde de gens qui travaillent, s'arrachent la peau pour des salaires qui sont payés au lance-pierre et qu'on trouve encore le moyen de diminuer. Comme cette femme, cette jeune femme, est courageuse à ce moment-là. Et je vais vous dire que ce que j'ai ressenti, tout leader que je suis, c'était de la compassion et même de la trouille pour elle. Je me disais, je ne dis pas un mot, la malheureuse, je la laisse parler, je la regarde. Et après, elle a dit, j'ai fait ça parce que j'ai vu qu'il y avait Mélenchon. Mes amis, ça pourrait être ma fille. C'est la mienne, comme c'est la vôtre. Mais c'est cela que nous sommes capables de déclencher. C'est cela, le bien précieux que nous avons construit ensemble. Et nous sommes en train de faire la démonstration que nous n'étions pas un champignon électoral qui aurait poussé à l'occasion de la présidentielle et de la présence d'une pop star de la politique, comme certains ont essayé de le faire croire. Nous sommes une grande force enracinée qui est un point d'appui. Voilà pourquoi je vous suis si reconnaissant d'avoir tous fait l'effort ce soir de venir, de rester debout, de crever de chaud et de soif, et d'entendre encore et encore des paroles. Parce que c'est cette démonstration qu'on est en train de faire ensemble.